je disais donc les discriminations qui ne doivent pas exister à l'embauche. Donc, on avait vu ça et on avait commencé par voir le contrat de travail. Je vous avais parlé des formes de contrat de travail. Je vous avais parlé du CDI. Madame, oui, ne m'interrompez pas à chaque seconde. Écrivez si vous avez une question. Je disais donc les formes de contrat de travail. On a essentiellement la forme habituelle, c'est le CDI, le contrat à durée indéterminée. On a d'autres formes, c'est le contrat à durée déterminée et d'autres types comme le contrat ANAPEC, par exemple, le contrat intérimaire. Je vous avais expliqué que le contrat intérimaire était un contrat assez particulier puisque c'est un contrat Madame, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Non, il y a le... Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez maintenant? Oui, Bien. madame. Alors, essayez Oui, d'éteindre vos madame. micros. Essayez d'éteindre vos Oui, micros, s'il madame. vous plaît. Coupez vos micros pour que vous puissiez m'entendre. Donc, je vous ai parlé de la formation du contrat de travail qui doit obéir à un ensemble de règles, notamment pour garantir l'équilibre, si vous voulez, de la relation entre l'employeur et le salarié. Le contrat de travail, c'est le contrat par lequel une personne accepte de travailler sous l'autorité d'un employeur en contrepartie d'une rémunération. Donc, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Hein. Mais pour qu'il y ait ce lien de subordination, il faut qu'il y ait en contrepartie le versement d'un salaire. D'accord. Concernant les modalités du contrat de travail, donc le contrat de travail prévoit la date de début. Bien sûr, quand il s'agit d'un CDI, il n'y a pas de date de fin puisque c'est un contrat à durée indéterminée. S'il s'agit d'un contrat CDD ou d'une relation de travail temporaire, par contre, la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail doit être précisée, c'est-à-dire qu'on met une date de début, une date de fin. Le contrat mentionne aussi la durée du congé payé auquel le travailleur a droit. Et en fait, là aussi, ça s'inscrit dans le cadre légal. Tout travailleur, tout salarié qui est en contrat de travail a droit à 1 jour et demi de salaire par mois, un jour et demi de congé par mois travaillé. Mais les modalités d'attribution, c'est-à-dire quand est-ce que ce congé va être donné, ça peut être défini par l'employeur ou défini en concertation entre l'employeur et le salarié. Donc, autre élément aussi qui est précisé dans le contrat de travail, c'est la durée des délais de préavis. Les délais de préavis qui peuvent être observés soit par l'employeur ou le travailleur en cas de cessation du contrat de travail ou de la relation de travail. D'accord? C'est-à-dire que quand un salarié conclut un contrat de travail avec un employeur, s'il doit, après une certaine période, s'il veut quitter l'entreprise, c'est-à-dire que s'il veut démissionner, il doit observer une période de préavis, c'est-à-dire qu'il doit informer l'employeur de sa volonté de départ, donc de sa démission, et observer, c'est-à-dire respecter la durée de préavis telle qu'elle a été définie dans le contrat de travail. D'accord? Alors, la durée de préavis, elle peut aller, ça dépend
ça dépend de la nature du poste, ça dépend aussi de l'ancienneté, mais ça peut aller de quelques jours à un maximum de 3 mois. D'accord. Autre élément aussi, avant la durée du délai de préavis, il y a aussi la période d'essai. Dans tout contrat de travail, en principe, on va trouver une période d'essai. Période d'essai, durant cette période, le salarié ou l'employeur peuvent mettre fin au contrat de travail durant la période d'essai. D'accord? C'est-à-dire que si l'employeur estime que le salarié ne répond pas aux compétences qui sont recherchées, il peut mettre fin au contrat de travail durant cette période d'essai sans que cela ouvre droit à des indemnités de licenciement. De même, durant la période d'essai, le salarié peut partir après avoir informé l'employeur, il peut partir sans aucun engagement de sa part. En fait, la période d'essai, là aussi, elle est définie selon le niveau de qualification. La loi la fixe à 15 jours pour les salariés de qualification ouvrier ou autre, et elle peut 15 jours renouvelable une fois. Pour les cadres, la période d'essai peut être de 3 mois renouvelable une fois, c'est-à-dire la période d'essai, elle peut aller jusqu'à 6 mois. D'accord? Et on dit que le contrat de travail ne devient définitif qu'après la période d'essai. C'est-à-dire que c'est qu'après la période d'essai qu'on va parler, si vous voulez, de la titularisation du salarié. Et donc, c'est à ce moment-là que son contrat devient définitif. D'accord? Alors, le contrat de travail doit aussi inclure le montant du salaire initial de base et les autres éléments constitutifs de la rémunération dont va bénéficier le salarié, ainsi que la période de versement de la rémunération, c'est-à-dire à quel moment le salaire va être versé, parce que le salaire peut être versé de manière hebdomadaire, soit par quinzaine, soit par mois. D'accord? Et il faut que ces éléments-là soient précisés dans le contrat de travail. Enfin, autre chose, le contrat de travail peut inclure plusieurs clauses. Plusieurs clauses, c'est-à-dire des dispositions qui engagent le salarié vis-à-vis de l'employeur et ou alors qui engage l'employeur vis-à-vis du salarié. Et là, à ce niveau, au niveau des clauses du contrat de travail, les parties, c'est-à-dire que ce soit le salarié ou l'employeur, peuvent inclure dans leur contrat, dans le contrat de travail, toutes les clauses sur lesquelles elles se mettent d'accord. Bien entendu, toujours en respectant les lois en vigueur, c'est-à-dire dans le respect du cadre légal qui est défini par la législation du travail. Par la législation du travail, c'est-à-dire ici par le Code du travail ou par les conventions collectives. Il ne faut pas que ces clauses dans le contrat de travail, il ne faut pas que ces clauses soient trop défavorables aux salariés. D'accord? Sinon, c'est la convention collective ou le Code du travail qui s'applique aux salariés. Alors, dans ces clauses, les clauses que l'on retrouve couramment dans le contrat de travail, il y a ce qu'on appelle la clause de formation. La clause de formation, cette clause, elle impose aux salariés de rester un temps dans l'entreprise après y avoir reçu une formation. Si le salarié quitte l'entreprise
avant la fin de cette période, il devra rembourser les frais qui ont été engagés par l'entreprise pour sa formation. Alors, je vais donner un exemple. Si une entreprise engage une formation pour le salarié, c'est-à-dire envoie le salarié en formation, une formation qui va développer plus ses compétences, etc. Donc, elle va payer pour cette formation. Elle peut, on va prendre par exemple un ingénieur informatique qui a été formé sur de nouveaux logiciels, etc. Donc, l'entreprise, pour garantir que le salarié va rester dans l'entreprise pendant une certaine période, le temps, si vous voulez, d'amortir les frais de formation qui ont été engagés, peut inclure cette clause de formation. Cette clause de formation qui stipule que le salarié qui a été formé ne peut pas quitter l'entreprise, ne peut quitter l'entreprise qu'après une certaine période, c'est-à-dire qu'après, par exemple, 2 ans, etc. OK? Sinon, s'il quitte l'entreprise avant cette période qui a été déterminée, donc l'exemple de 2 ans que je vous ai donné, il devra rembourser au prorata les sommes qui ont été versées par l'entreprise pour sa formation. C'est-à-dire que si l'entreprise a payé 100 000 dirhams de formation pour le salarié, d'accord, et que la clause de formation indique 2 ans, c'est-à-dire que le salarié ne peut quitter qu'après 2 ans, si le salarié quitte après 1 année, d'accord, il doit rembourser la formation, les 100 000 dirhams, au prorata de la période qui lui reste à passer. C'est-à-dire qu'il va payer la somme restant due sur l'année qu'il n'aura pas effectuée dans l'entreprise. Est-ce que c'est compris? Donc, c'est ce qu'on appelle la clause de formation. Une autre clause aussi, dans le contrat de travail, on va trouver dans le contrat de travail, c'est la clause de mobilité. La clause de mobilité, qu'est-ce qu'elle signifie, cette clause? Cette clause, elle est faite de manière à s'assurer que le salarié va accepter par avance la modification de son lieu, de travail. C'est-à-dire que l'entreprise se donne le droit de muter le salarié vers un autre lieu de travail ou vers une autre région, etc. Si le salarié, alors cette clause de mobilité fait que si le salarié a signé pour cette clause de mobilité, il ne peut pas la refuser. S'il refuse, s'il y a une mobilité et qu'il refuse d'être muté dans une autre région qui est prévue par son contrat de travail, ça entraîne le licenciement de ce salarié pour motif réel et sérieux. D'accord? Donc, c'est-à-dire, l'entreprise a le droit de licencier un salarié qui refuse de changer de lieu de travail alors que son contrat contient une clause de mobilité. Alors, bien entendu, si l'entreprise le licencie, elle doit lui verser quand même des indemnités de licenciement. Et enfin, je pense que je vous en avais déjà parlé la dernière fois, il y a aussi la clause, ce qu'on appelle la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, elle limite les emplois qu'un salarié peut exercer dans une autre entreprise qui serait une entreprise concurrente de l'entreprise dans laquelle il travaille, après la rupture de son contrat de travail. C'est-à-dire que s'il démissionne ou s'il est licencié, il ne peut pas travailler dans une autre entreprise
dans une autre entreprise concurrente. Ça ne concerne que les contrats à durée indéterminée, bien entendu. Alors, cette clause de non-concurrence, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Hein, d'accord? Donc, pour que cette clause de non-concurrence puisse s'appliquer, elle doit être conforme aux dispositions qui sont prévues dans la convention collective. Alors, ce qu'on appelle convention collective, c'est les accords qui sont ce qu'on appelle les accords entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. D'accord? Soit, donc, elle doit être conforme aux dispositions prévues dans la convention collective. Oui. Madame, le diapo. Bah, écoutez, moi, j'ai fait le partage. Moi, je vois le partage. Je vais arrêter et remettre le partage, OK? Oh, c'est bon, c'est bon. Il y a le diapo. Merci, madame. Madame, c'est bon. C'est bon, madame. C'est bon. OK. Donc, cette clause de non-concurrence, je vous l'avais expliqué la dernière fois, elle doit avoir une durée et un champ géographique limité. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépasser une certaine durée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser un salarié sans emploi. Il doit avoir la possibilité de retrouver un emploi. Donc, on peut la fixer, par exemple, à une période de 6 mois ou au maximum d'une année, durant laquelle le salarié ne peut pas intégrer une autre entreprise concurrente pour un même poste. D'accord? Et au-delà, un champ géographique limité, c'est-à-dire qu'elle ne peut s'appliquer que dans un périmètre géographique restreint. C'est-à-dire. Oui. J'ai déconnecté et j'ai reconnecté. Alors, je vais le refaire. Je peux continuer maintenant? Donc, je disais, cette clause de non-concurrence, elle doit être limitée dans le temps et dans un périmètre géographique. C'est-à-dire quelqu'un qui travaillait dans une entreprise à Casablanca, s'il démissionne, la clause de non-concurrence peut prévoir qu'il ne peut pas travailler dans une entreprise concurrente dans un périmètre qui serait le périmètre, par exemple, de Casablanca-Rabat, etc. On ne peut pas lui interdire, par exemple, d'aller travailler à Tanger ou à Leyou. Vous comprenez? Et la durée durant laquelle il ne peut pas travailler dans une entreprise concurrente, elle aussi doit être limitée dans le temps. Donc, ce qui est important pour la clause de non-concurrence, c'est qu'elle ne doit pas empêcher le salarié d'exercer une activité correspondant à son expérience professionnelle. Donc, il ne faut pas que cette clause de non-concurrence empêche en fait un salarié de pouvoir travailler et avoir un revenu. Donc, c'est pour ça que elle doit nécessairement être limitée dans le temps et dans un périmètre géographique donné. Madame, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, on ne peut plus voir. Avant, on pouvait voir, maintenant, il n'y a plus rien. Je pense que le problème, Madame, il n'y a pas de partage d'écran. Moi, je vois le partage. Madame? Oui, je vous écoute.
Madame, avant, on voyait, maintenant, non. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, Non, oui, maintenant. Oui, oui. madame, Maintenant, merci. c'est bon. Oui, madame, oui. Oui, oui, madame, oui. C'est bon, madame. Est-ce que je suis obligée d'ouvrir plusieurs sessions pour que vous puissiez vous connecter? Maintenant, vous l'avez. D'accord. Alors, on peut continuer. Très bien. Alors, on peut continuer si vous le voulez bien. Donc, les clauses, voilà, je vous ai donné les principales clauses qui peuvent être mises dans un contrat de travail. Alors, généralement, vous allez trouver ces principales clauses dont je vous ai parlé, la clause de mobilité, la clause de formation et la clause de non-concurrence. D'accord? Il peut y avoir aussi une clause de confidentialité. Clause de confidentialité, c'est-à-dire que le salarié s'engage pendant la durée de son travail et même quand il quitte l'entreprise à ne pas divulguer des informations relatives à l'entreprise, notamment par exemple, tout ce qui est relatif, tout ce qui pourrait être relatif à des données sensibles de l'entreprise. Donc, cette clause de non-confidentialité, ça peut aussi être mise dans le contrat de travail. Par exemple, un commercial qui quitterait l'entreprise ne peut pas divulguer ou ne peut pas utiliser la base de données clientèle de l'entreprise, ne peut pas donner d'informations sur les produits de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la clause de confidentialité. Donc, un contrat de travail, comme je vous l'ai dit, peut inclure en plus des mentions obligatoires comme la durée, comme le salaire, comme la durée de préavis, la période d'essai, etc., peut inclure les clauses sur lesquelles vont se mettre d'accord au moment de la signature du contrat de travail, sur lesquelles vont se mettre d'accord le salarié et l'employeur. Si l'une des deux parties, c'est-à-dire l'employeur ou le salarié, ne respecte pas ces clauses, par exemple, dans le cas du salarié, il peut s'exposer à des poursuites. Donc, voilà, donc l'essentiel à connaître sur le contrat de travail. Alors, à chaque fois que je parle de ça, en général, je parle du contrat à durée indéterminée. Mais rien n'empêche qu'on peut mettre aussi certaines clauses, notamment clauses de confidentialité, peuvent exister dans un contrat à durée déterminée. Oui. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette partie, posez-moi les questions et on commencera le chapitre sur les rémunérations. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la clause de mobilité? Car on n'a pas vu à cet instant le partage. Prof Ramchach. Elle est sortie, il n'y a plus. Aïe, Ça a fait mal. je t'en prie.
Bien, vous m'entendez maintenant? Oui, madame. Oui, Oui, madame. madame. Bien, alors, donc on passe au chapitre 4 relatif à la gestion des rémunérations. Donc, concernant la gestion des rémunérations, je vous ai dit qu'au niveau de ce chapitre-là, on ne va pas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir si, comment on calcule un salaire, mais comment l'entreprise détermine son système de rémunération. C'est-à-dire comment l'entreprise va fixer les modalités selon lesquelles elle va décider quelles sont les rémunérations qu'elle peut payer aux différents, j'allais dire, aux différents postes de travail dans l'entreprise. Alors, l'élaboration du système de rémunération, c'est quelque chose qui est très important pour l'entreprise. Pourquoi c'est très important? Parce que l'entreprise doit déterminer à l'avance elle doit déterminer à l'avance quelles sont les modalités de la rémunération pour ne pas alourdir ses charges ou pour ne pas remettre en cause son équilibre financier. Alors, d'abord, elle ne doit pas remettre en cause son équilibre financier. Deuxièmement, elle doit respecter des contraintes légales. Et troisième élément, elle doit assurer l'équité. L'équité, c'est-à-dire assurer que chacun perçoit le salaire, un salaire juste, si vous voulez, ou le salaire si vous voulez, le salaire qu'il mérite. Donc, c'est une triple contrainte ou un triple équilibre que l'entreprise doit rechercher quand elle veut élaborer son système de rémunération. Donc, le souci d'équité, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire être sûr que chacun va recevoir autant que ce qu'il apporte à l'entreprise. Hein? C'est ce qu'on appelle l'équité rétribution-contribution. Je vais vous l'écrire. L'équité rétribution-contribution, c'est-à-dire que chacun reçoive autant que ce qu'il apporte à l'entreprise. Les contraintes légales, alors bien entendu, les rémunérations que va verser l'entreprise doivent respecter ces contraintes légales, comme par exemple le SMIC. En principe, une entreprise ne peut pas verser des salaires qui sont en dessous du SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est-à-dire c'est le salaire minimum qui est fixé par la législation et qui correspond, j'allais dire, au minimum vital qui est nécessaire pour un salarié pour pouvoir assurer sa subsistance. D'accord ? Et bien entendu, les autres contraintes, c'est le paiement des charges relatives au salaire. C'est aussi, par exemple, quand il y a des augmentations de SMIC ou d'allocation, l'entreprise doit en tenir compte. OK ? Donc, ce sont les contraintes légales. Et comme je vous l'ai dit, la troisième contrainte, il faut que la masse salariale de l'entreprise ne soit pas supérieure
à la capacité à payer de l'entreprise. Autrement, l'entreprise, elle ne peut pas être compétitive et l'entreprise, non seulement elle ne peut pas être compétitive, mais elle remet en cause sa pérennité ou sa survie. Donc, ce sont les éléments que doit respecter l'entreprise quand elle veut déterminer son système de rémunération. Respecter, je répète bien, respecter l'équilibre rétribution-contribution, respecter le poids de la masse salariale par rapport au total des charges et la prise en compte des contraintes externes. Les contraintes externes, ce sont notamment la législation, comme je vous ai dit, par exemple le SMIC, par exemple le paiement des charges sociales, et bien entendu, prendre en compte aussi le marché du travail. Elle ne peut pas payer, par exemple, à compétence égale, elle ne peut pas payer moins que ce que payent, par exemple, d'autres entreprises concurrentes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne va pas pouvoir retenir les salariés. Donc, pour pouvoir élaborer une politique salariale ou pour pouvoir déterminer un système de rémunération, l'entreprise doit tenir compte de ce qu'on appelle un triple équilibre. Madame. Un triple équilibre. L'équilibre interne, ou ce qu'on appelle l'équité interne. L'équité interne, c'est-à-dire que l'entreprise doit s'assurer que les salaires qui sont versés sont ressentis comme étant justes. C'est-à-dire qu'il faut que le salarié ressente que ce qu'il reçoit correspond à ce qu'il a apporté comme effort à l'entreprise. Les salaires doivent être ressentis comme justes. C'est ce qu'on appelle cette équité interne. Il faut que je reçoive de l'entreprise autant que ce que j'apporte à l'entreprise. Il faut que j'ai le sentiment que je reçois de l'entreprise autant que ce que j'apporte à l'entreprise. Alors, bien entendu, il y a d'autres éléments que la rémunération qui entrent dans ce sentiment-là, mais la rémunération constitue un élément essentiel de cette équité. Le deuxième équilibre, c'est l'équilibre externe. L'équilibre externe, c'est-à-dire par rapport au marché du travail et par rapport à la législation. Cet équilibre externe que doit respecter l'entreprise, c'est en s'assurant que les salaires sont conformes à ce qui est payé ailleurs. C'est-à-dire qu'à compétence égale, les salaires qu'elle va verser ne doivent pas être largement inférieurs à ce qui est payé par d'autres entreprises. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Les salariés, comme je vous l'ai dit, vont quitter l'entreprise. Elle ne pourra pas retenir les compétences qu'elle a. Elle ne peut pas retenir les compétences qu'elle a et ne peut pas attirer de nouvelles compétences puisque les salaires qu'elle verse seraient inférieurs aux salaires sur le marché du travail. Et enfin, le troisième équilibre, c'est l'équilibre financier. L'équilibre financier, c'est-à-dire que la masse salariale et tous les coûts du personnel doivent être compatibles avec les ressources financières de l'entreprise. C'est pour ça que je vous dis le poids de la masse salariale sur le total des charges. Il ne faut pas que le poids de la masse salariale par rapport au total des charges soit trop important. Pourquoi? Parce que ça va remettre en cause l'équilibre financier de l'entreprise. Et ce triple équilibre, ce n'est pas un triple équilibre statique, c'est-à-dire que ça évolue avec le temps. C'est-à-dire que l'entreprise doit prendre en compte l'évolution dans le temps. L'évolution dans le temps, par exemple, si on prend que l'équilibre financier, la masse salariale, avec le temps, elle est appelée à augmenter. Pourquoi? Parce que il va y avoir dans l'entreprise des promotions. Les promotions se traduisent par des augmentations de salaire. Les salaires augmentent aussi du fait de l'ancienneté, etc. Donc, elle doit toujours
prendre en compte ces éléments d'évolution pour assurer cet équilibre. Donc, elle doit, notamment au niveau de l'équilibre financier, elle doit faire une gestion prévisionnelle. Elle doit faire une gestion prévisionnelle de sa masse salariale pour toujours surveiller son équilibre financier. Concernant l'équilibre externe, elle doit toujours se conformer par exemple, aux contraintes légales. Hein. Si l'État décide, par exemple, d'augmenter le SMIC, l'entreprise doit automatiquement intégrer ces augmentations décidées par l'État. C'est-à-dire qu'elle doit augmenter tous les salaires des personnes qui travaillent au SMIC dans l'entreprise. Elle doit aussi chercher à s'aligner sur la moyenne des salaires qui sont payés par les entreprises concurrentes. Et pour l'équité interne, elle doit toujours s'assurer à ce que les salaires qui sont versés aux salariés respectent ce sentiment d'équité. Donc, comment l'entreprise, en prenant en compte ce triple équilibre, va élaborer son système de rémunération? C'est ce que l'on va voir. C'est ce que l'on va voir maintenant, comment l'entreprise va bâtir ou va élaborer son système de rémunération. Alors, pour bâtir ou pour construire son système de rémunération, l'entreprise doit respecter un certain nombre de principes. Par exemple, pour un même poste, un niveau de diplôme, d'expérience et d'ancienneté égal doit correspondre à un niveau de salaire minimal identique pour l'ensemble des salariés. C'est ce qu'on appelle le principe à travail égal, salaire égal. J'explique. Par exemple, si l'entreprise recrute 2 salariés avec le même niveau de diplôme qui vont occuper le même poste, avec le même niveau de diplôme, avec le même niveau d'expérience, qui vont occuper le même poste, ils doivent en principe avoir le même niveau de salaire. C'est le principe à travail égal, salaire égal. C'est le niveau de salaire minimal. Le deuxième principe, c'est non seulement il faut qu'il y ait à travail égal, salaire égal, mais il faut aussi que on respecte le principe à chacun selon son mérite. C'est normal que celui qui va, on va dire, travailler plus ou travailler mieux, puisse être récompensé. Donc, ça veut dire que quand l'entreprise va élaborer son système de rémunération, elle doit prendre en compte, comme je vous l'ai dit, à travail égal, salaire égal, et à chacun selon son mérite. Alors, pour pouvoir respecter ces principes-là, elle va déterminer ce qu'on appelle un système de rémunération qui est composé de, on va dire, qui repose sur 2 éléments. Le premier élément, c'est la rémunération de la qualification. Rémunération de la qualification, ou ce qu'on va appeler la rémunération du poste. Et le deuxième élément, ou bien la deuxième composante du système de rémunération, c'est la rémunération de la façon d'occuper le poste, ou ce qu'on va appeler la rémunération de la performance. La rémunération de la qualification,
ou rémunération du poste, ça revient au principe à travail égal, salaire égal. La rémunération de la performance ou la façon d'occuper le poste, ça revient au principe à chacun selon son mérite. C'est compris? Donc, comment elle va élaborer comment elle va déterminer cette rémunération du poste? C'est ce que l'on va voir maintenant. La rémunération du poste ou rémunération de la qualification. Alors, quand je dis rémunération du poste, que vous compreniez bien, c'est-à-dire, quelle que soit la personne qui va occuper ce poste, hein, qui nécessite un poste qui nécessite un certain niveau de qualification. Quelle que soit la personne qui a ce niveau de qualification qui occupe le poste, va avoir ce niveau de rémunération qui constitue la partie qui rémunère le poste, qui rémunère la qualification. OK? Donc, la rémunération du poste, elle est définie indépendamment de la personne. Par contre, la rémunération de la performance va prendre en compte la performance que va réaliser la personne dans le poste qu'elle occupe. Autrement dit, la rémunération du poste, c'est la partie fixe du salaire ou de la rémunération. C'est ce que très souvent on appelle salaire de base, qui correspond à la rémunération du poste. Plus, il y a d'autres éléments qui sont des éléments variables et qui constituent la rémunération de la performance. Donc, comment l'entreprise va d'abord déterminer cette partie fixe, si vous voulez, de la rémunération, qui est relative au poste et non pas à la façon d'occuper le poste. Elle va d'abord, pour déterminer cette rémunération du poste, il faut qu'elle définisse le niveau de qualification. Alors, ce niveau de qualification, elle le détermine selon la démarche suivante. C'est en partant de la définition des postes, en partant de la définition des postes et du référentiel de compétences. Alors, définition de poste, on l'a vu. Le poste, une définition de poste nous dit quelles sont les tâches du poste, quelles sont les responsabilités du poste et quelles sont les qualifications nécessaires, les compétences nécessaires pour occuper le poste. À partir de cette définition de poste, l'entreprise va évaluer les postes, c'est-à-dire, en fait, va comparer les postes les uns par rapport aux autres pour pouvoir les classer. Pour pouvoir les classer, qui est la troisième phase, classer les postes pour les valoriser. Qu'est-ce que ça veut dire, les valoriser? C'est-à-dire pour attribuer une valeur au poste, c'est-à-dire attribuer un niveau de salaire au poste selon la classification, que l'entreprise aura faite. Alors, pour que vous compreniez, il y a plusieurs méthodes d'évaluation et de classification de postes. On va prendre un exemple, c'est la méthode, ce qu'on appelle la méthode de cotation de postes. La méthode de cotation de postes, ça nous permet d'évaluer les postes les uns par rapport aux autres pour pouvoir les classer et leur attribuer une valeur, c'est-à-dire leur attribuer un niveau de rémunération qui constitue le niveau minimum de rémunération pour chaque poste dans une entreprise. Alors, cette cotation de poste, elle repose sur les facteurs ou les critères qui sont utiles au bon fonctionnement de poste. Alors, en règle générale, Madame, les critères qui sont retenus pour le fonctionnement d'un poste, c'est la compétence, c'est l'expérience, c'est l'autonomie
la responsabilité, les qualités physiques et ou psychiques. Voilà, un exemple de critères S'il vous plaît, il y a qui toujours un permettent décalage. de dire que pour Il y a toujours un occuper ce poste, hein, ce poste nécessite un niveau de compétence, un niveau d'expérience, un niveau d'autonomie, etc. Et partant de ces critères-là, on va attribuer un certain nombre de points pour chacun des critères. Alors, le plus simple, c'est que je vois avec vous directement un exemple. Vous avez un exemple de méthode de cotation de poste. Vous voyez? Madame, vous changez pas les lettres. Madame, on voit pas les Madame, on n'a pas pu voir les 3 À dernières partir des pages. définitions de poste, l'entreprise peut adopter cette méthode de cotation de poste et va pour définir des critères pour pouvoir évaluer les postes. Donc, les critères qui sont retenus ici, c'est l'expertise, c'est la responsabilité, c'est les qualités physiques et ou psychiques et le contexte de travail. L'expertise, quand je parle de l'expertise, c'est l'expertise que nécessite le poste. C'est la responsabilité que nécessite le poste. C'est les qualités physiques et ou psychiques que nécessite le poste. Et c'est le contexte de travail dans lequel va s'effectuer, dans lequel va évoluer, si vous voulez, le poste. D'accord? Pour chacun de ces critères, l'entreprise définit ce qu'on appelle des degrés d'exigence ou de difficulté. D'accord? Tous les postes de l'entreprise, que ce soit le poste d'opérateur machine, que ce soit le poste de comptable, etc., on peut l'évaluer selon le niveau d'expertise, selon le niveau de responsabilité, mais le niveau de difficulté n'est pas le même pour un poste d'ingénieur méthode comme pour un poste d'opérateur. D'accord? Le niveau d'exigence ou de difficulté n'est pas le même. C'est pour ça qu'on définit un ensemble d'exigences, un degré de difficulté ou d'exigence du poste. OK? Et donc, si je prends un exemple, suivez bien. Madame, s'il vous plaît. Je prends l'exemple d'un poste d'opérateur machine, c'est-à-dire qu'on va prendre le poste d'un ouvrier qui va travailler sur les machines au niveau d'un atelier de fabrication. D'accord? Alors, un ouvrier un poste d'opérateur machine, quel niveau de qualification? On va dire c'est un niveau de qualification, c'est un niveau d'expertise. Quel niveau d'expertise on va lui attribuer? On peut lui attribuer un niveau d'expertise de 2, c'est-à-dire on va lui attribuer 50 points pour l'expertise. Parce que, bon, ça nécessite un niveau de qualification qui n'est pas très élevé. Donc, on peut considérer que ça nécessite une certaine qualification qui peut être auquel on peut attribuer 50 points. D'accord? La responsabilité pour un poste d'opérateur machine. Alors, le poste d'opérateur machine, quelles sont les responsabilités qui doivent être assumées au niveau du poste? Ben, les responsabilités de maintenir la machine en bon état de marche, etc. Par contre, ce poste n'a pas de responsabilité sur les personnes. Donc, on peut considérer que le niveau de responsabilité, lui aussi, hein, c'est un niveau 2, donc 40. Les qualités physiques ou psychiques, c'est un poste qui est assez physique parce que ça nécessite du travail debout, ça nécessite de travailler sur les machines, etc., un travail manuel, etc. Et donc, on peut considérer qu'au niveau des qualités physiques et psychiques, pour un poste d'opérateur machine, c'est un niveau 3, 45. Donc, et le contexte de travail, ben, il travaille en atelier, il y a peut-être le bruit des machines, etc. Donc, on peut considérer aussi que c'est un niveau 3. Donc, si on fait le total des points
Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 50 plus 40, ça fait 90, plus 45, ça fait 135, 135 plus 30, 135 plus 30, ça fait 165. 110. Donc, on va attribuer pour le poste d'opérateur machine, on va attribuer 165 points. Et on va faire comme ça pour tous les autres postes. C'est-à-dire, si je prends maintenant le poste de chef d'atelier. Chef d'atelier, un niveau d'expertise, il est plus élevé. On va dire, niveau d'expertise, c'est 75. Niveau de responsabilité, ça va être 60. Qualité physique et psychique, on va être 60. Contexte de travail, ça va être 40. Et donc, ça va nous donner un total de points. Et on va faire ça pour tous les postes de l'entreprise et ça va nous donner un total de points pour tous les postes de l'entreprise. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est valoriser ces postes, c'est-à-dire valoriser les points que l'on a attribués à ces postes. C'est-à-dire, on va dire chaque point coûte, par exemple, 10 dirhams. Donc, si je dis chaque point coûte 10 dirhams, vous avez pour le poste d'opérateur machine, vous avez 165 points. Multiplié par 10, ça fait combien? Ça fait 1650 dirhams. 1650 dirhams, c'est le salaire minimum du poste. Est-ce que c'est compris? C'est le salaire minimum du poste. Oui, madame. Et donc là, on a défini la rémunération du poste. Ça ne veut pas dire que c'est le salaire que va toucher la personne qui va occuper ce poste. Ça correspond au minimum qui va être complété par une deuxième partie. Mais ça nous permet de dire que tous les postes qui ont ce niveau de qualification, ce niveau d'expertise, ce niveau de responsabilité, vont avoir comme nombre de points 165 points et donc comme salaire du poste 1600 salaire du poste, salaire minimum 1650 dirhams. Si je prends le chef d'atelier, je continue l'exemple. Pour le chef d'atelier, j'ai pris un niveau d'expertise de 75, plus un niveau de responsabilité, on va dire un niveau de responsabilité de 60. Il n'arrive pas. Donc, ça Madame, nous vous fait pouvez répondre. 75 plus 60, plus qualité physique et psychique, on va être sur 60 aussi. En personne ou Plus contexte de travail, on va mettre 30. On va avoir 225. Donc, pour le poste de chef d'atelier, on va avoir 225 points. Si on lui applique la valeur du point 10 dirhams, ça nous fait le salaire minimum pour le poste de chef d'atelier, c'est 2250 dirhams. Madame, est-ce que vous êtes toujours dans la page 83? OK. Et donc, c'est comme ça que l'entreprise va classer. C'est comme ça que l'entreprise va classer l'ensemble des postes et leur attribuer ce qu'on appelle une rémunération minimale. Madame, on n'arrive pas à suivre. Et en fait, c'est ce que vous avez, c'est ce qui est mis en place dans les entreprises, notamment les grandes entreprises qui ont plusieurs niveaux d'emploi, etc. Ces entreprises adoptent cette méthode de cotation de postes pour déterminer leur système de rémunération. Okay, c'est ce que vous allez retrouver par exemple dans le secteur des assurances. C'est ce que vous allez trouver dans le secteur des banques. Donc, on sait par exemple au niveau de la banque, vous avez un système
un système de rémunération qui a été défini selon la méthode de cotation de poste. Et on sait que, par exemple, un chargé de clientèle, quand il va être recruté, le poste de chargé de clientèle, c'est tant de points. Et la valeur du point, alors il y a quelques années, la valeur du point dans le secteur bancaire était de 4 dirhams et quelques. Bon, je suppose qu'elle a dû augmenter. Et donc, il suffit tout simplement de multiplier le nombre de points relatifs au poste par la valeur du point et d'avoir le salaire minimum. Donc, quand on veut recruter 2 chargés de clientèle, au guichetier, si vous voulez, qui ont le même niveau de qualification, qui vont occuper le poste, ils auront le même niveau de salaire minimum. Le même niveau de salaire minimum. Mais ça ne veut pas dire que les deux, à la fin du mois, auront le même salaire. Mais le salaire de base, ce qu'on appelle le salaire de base, sera le même. Ce qui va faire la différence, c'est la partie variable, la rémunération de la performance. D'accord? Alors, faites-moi signe si vous avez compris, parce qu'il est essentiel que vous ayez compris ce que je suis en train d'expliquer. Madame, Non, madame, on n'a pas. Non, Parce madame, qu'il y on avait n'a un pas décalage compris. entre ce qui est affiché et entre. Je peux poursuivre? expliquez. Non, madame. Non, madame. Il y avait Donc, je un vous ai dit, décalage. c'est ce qui permet de déterminer. Donc, cette partie fixe, si vous voulez, c'est la partie fixe du salaire. Comment l'entreprise la détermine? Comme je vous l'ai expliqué par une méthode de cotation. Alors, pour les petites entreprises, elles n'ont pas besoin de passer par une méthode assez complexe de cotation de postes, mais elles peuvent classer les postes les uns par rapport aux autres. Tout simplement, considérer, à partir des définitions de postes, considérer que le poste en termes de responsabilité, le poste, par exemple, de comptable est supérieur au poste d'assistante et que le poste de responsable financier est supérieur au poste. Je pense حتى الميساجات ما كيوصلوهاش. شي حد يخرج ويدخل سيسيون الاخرى ويقول لها على المشكل. Je suis en train de voir vos messages. Vous n'arrivez pas à suivre. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que je reprenne. السيسيون الاخرى ما فيهاش. Mais si vous suivez tous, si vous parlez tous en même temps, je peux pas. Alors, pour faire simple, les entreprises, alors pour simplifier au maximum, pour que vous puissiez comprendre, des entreprises qui recrutent des salariés au niveau de différents postes, comment elles peuvent déterminer ce qu'elles doivent payer comme salaire pour ces différents postes? Elles doivent le déterminer de manière à respecter le triple équilibre dont je vous ai parlé. L'équilibre interne ou l'équité interne, l'équilibre externe et l'équilibre financier. D'accord? Donc, pour pouvoir respecter ce triple équilibre, il faut qu'elle élabore un système de rémunération qui lui permette de savoir qu'est-ce qu'elle doit payer pour chaque niveau de poste, en respectant le principe que à travail égal, salaire égal. D'accord? C'est le premier principe qu'elle doit respecter. Le deuxième principe,
c'est qu'elle doit respecter aussi à chacun selon son mérite. J'ouvre une parenthèse, les slides n'avancent pas parce que je suis sur la méthode de cotation de poste. Je vous explique, ok, j'y arrive. Donc, pour pouvoir assurer ce triple équilibre et respecter ce principe à travail égal, salaire égal et à chacun selon son mérite, elle doit définir un système de rémunération qui repose sur deux composantes. La première composante, c'est la rémunération du poste. La rémunération du poste permet de déterminer le minimum, le salaire minimum qui peut être attribué pour le poste. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple, par exemple, du poste de chargé de clientèle ou de guichetier au niveau de la banque. Le poste de guichetier ou de chargé de clientèle nécessite un certain niveau d'expertise, un certain niveau de responsabilité, etc. Il faut qu'on puisse lui attribuer un niveau de rémunération qui correspond. D'accord? Pour cela, j'ai dit, les entreprises procèdent à ce qu'on appelle la méthode de cotation de poste. Je vous ai donné l'exemple des assurances, je vous ai donné l'exemple des banques, etc. Le cas d'entreprises ici qui adoptent pour l'élaboration de leur système de rémunération, qui adoptent cette méthode de cotation de poste. Et le tableau que vous voyez, c'est un exemple de méthode de cotation de poste. Méthode de cotation de poste qui permet d'évaluer chaque poste selon un certain nombre de critères. Ce qui va faire la différence entre un poste et un autre, c'est le degré de difficulté au niveau de chaque critère. D'accord? Ce qui va faire la différence entre un poste de guichetier et un poste de chargé de portefeuille, c'est pas l'expertise, c'est pas la responsabilité, c'est le degré de difficulté au niveau de l'expertise, au niveau de la responsabilité, etc. Donc, l'entreprise, selon cette méthode de cotation de poste, va évaluer chaque poste en fonction, comme je l'ai dit, de ce degré de difficulté. C'est l'exemple que j'ai pris de l'opérateur machine. Dit l'opérateur machine, on peut évaluer ce poste au niveau du critère d'expertise, on peut l'évaluer à un degré de difficulté 2. Et donc, ça nous donnait 50 points. Pour la responsabilité, on peut l'évaluer à un degré de difficulté aussi 2 et on va lui attribuer 40 points. Qualité physique et ou psychique, on va considérer que ça nécessite du travail physique, manuel, etc. Donc, un degré de difficulté, un degré de difficulté 3. Donc, 45 points. Un contexte de travail, il travaille en atelier avec peut-être des nuisances sonores, etc. On peut lui attribuer un niveau 3. Donc, si je fais le total des points, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 50 plus 40, ça me fait 90, plus on a dit qualité physique ou psychique, c'est le 3e degré de difficulté, ça fait 45 points. Donc, 45 points plus 90, ça fait 135 points. OK? Plus les contextes de travail, 30 points. Donc, ça fait 165 points pour le poste d'opérateur machine. Maintenant, l'entreprise va attribuer ce qu'on appelle une valeur au point. On va dire que le point coûte
10 dirhams, par exemple. Donc, pour savoir quel est le niveau de salaire minimum du poste, il suffit de multiplier le nombre de points par la valeur du point. OK? Ça fait 1650 dirhams. On va considérer que 1650 dirhams, c'est la rémunération du poste. C'est le salaire minimum. C'est compris? Opérateur machine, niveau d'expertise 2, 50 points. Niveau de responsabilité 2, 40 points, ça fait 90 points. Qualité physique ou psychique, niveau 3 de difficulté, ça fait 45 points, donc ça fait 135 points. Contexte de travail, niveau de difficulté 3, ça fait 30 points, donc ça nous fait 165 points. Si on attribue 10 dirhams comme valeur au point, ça nous fait 1650 dirhams. Je vous ai donné l'exemple de la banque qui a ce système de cotation et qui, il y a quelques années, attribué une valeur de 4 dirhams 50, je pense, au point. Bon, la valeur a dû augmenter, mais c'est comme ça qu'ils définissent quels sont les salaires minimums qui vont être attribués pour chaque poste. C'est ce qu'on appelle la rémunération du poste. Donc, c'est la première composante du système de rémunération. Donc, les postes d'opérateur machine, on va dire tous les postes d'opérateur machine valent 165 points. Maintenant, 2 personnes qui vont occuper ce poste d'opérateur machine peuvent, à la fin du mois, ne pas avoir le même salaire. Ils vont avoir le même salaire de base, mais si une personne réalise des performances ou un rendement meilleur, elle va avoir un niveau de rémunération plus élevé. C'est la partie variable. C'est la partie variable du salaire. C'est la deuxième composante du système de rémunération que l'on va voir par la suite. Hein? C'est la rémunération de la performance. D'accord? Donc, si vous prenez, alors pour simplifier encore plus, si vous prenez un bulletin de paye, vous allez voir dans le bulletin de paye salaire de base. Comment est déterminé ce salaire de base? Comment l'entreprise détermine ce salaire de base? Ce salaire de base correspond en principe à cette partie fixe de la rémunération. Les autres composantes constituent la partie variable de la rémunération. D'accord? Alors, je réponds à une question de camarade parce qu'elle est intéressante. Madame, sur quelle base l'entreprise établit les points pour chaque critère ou exigence de difficulté? C'est une très bonne question. Alors, en fait, en général, ces méthodes de cotation de poste sont élaborées par des cabinets spécialisés. C'est ces cabinets spécialisés qui font le travail notamment pour les grandes entreprises, parce que dans les petites entreprises, on n'a pas besoin d'un système aussi sophistiqué. D'accord? Alors, ces cabinets spécialisés, c'est eux qui déterminent, selon un certain nombre de considérations, qui déterminent un nombre de points. Mais ça reste, le nombre de points qui est attribué à chaque critère reste assez arbitraire. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on puisse définir les critères sur la base desquels on va évaluer les postes. Et ça nous permet d'avoir, on va dire, des niveaux de rémunération qui correspondent aux différents niveaux de poste. Et c'est comme ça qu'on va définir, on va dire, la partie fixe de la rémunération pour l'ensemble des postes d'une entreprise. Donc ça, c'est pour la
partie fixe. Alors, je reviens. Alors, vous avez ces éléments au niveau de votre support. Est-ce que vous regardez votre support? Ça faciliterait les choses. Voilà, je suis revenue au diapo précédente. Je vous ai parlé de la rémunération, de la qualification ou la rémunération du poste. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer à travers l'exemple. La rémunération du poste, c'est ce qui permet de déterminer la partie fixe de la rémunération. D'accord? C'est ce qui permet de déterminer quels vont être les niveaux minimums de rémunération pour chaque poste dans l'entreprise. Et je vous ai montré à travers l'exemple de la méthode de cotation de poste, je vous ai montré comment l'entreprise peut déterminer cette partie fixe de la rémunération. D'accord? Maintenant, à côté de cette partie fixe, il y a la partie variable ou, si vous voulez, la partie relative à la rémunération, hein, la deuxième composante du système de rémunération. Cette première composante qu'on a vue, elle permet de respecter le principe à travail égal, salaire égal. Et la deuxième composante du système de rémunération, elle doit respecter le principe à chacun selon son mérite. Donc, la première partie, elle concerne la rémunération du poste. La deuxième, elle concerne la rémunération de la façon d'occuper le poste. D'accord? La façon d'occuper le poste, donc là, ça va dépendre de la performance qui est réalisée par chaque salarié dans le poste. C'est normal que celui qui va travailler plus ou qui va travailler mieux gagne mieux. C'est compris? C'est compris? Bien. Alors, je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à lire votre support pour comprendre un petit peu cela. Et la prochaine séance, si vous avez des questions à poser, hein, pour mieux clarifier tout cela, vous les poserez la prochaine séance. D'accord? Bien. Donc, voilà, j'espère que vous avez réussi quand même à suivre. Et donc, je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah. Bien, bonne soirée.